à tout moment, je me dis, voilà, là, je suis morte de rire en anglais. Comment est-ce que je peux faire pour que l'effet soit pareil en français? Alors moi, dans ma retraduction, ce qui m'importait énormément, c'était, en priorité peut-être, l'humour d'extrêmement haute qualité. Hem, mais ce qui est marrant avec Austin, c'est qu'on a une forme d'humour, on rit à gorge déployée en lisant Emma. Et le problème, c'est que ça passe beaucoup par des doubles négatifs très compliqués, des sous-entendus, des choses qui ne sont pas dites, l'utilisation des mêmes adjectifs qui arrivent encore et encore, des mots comme pleasant ou agreeable, qui doivent être compris dans des contextes comme voulant dire ce mec est vraiment horrible. Et le problème, c'est que, en fait, en français, ça fonctionne pas forcément ce type d'humour-là. On ne le perçoit pas forcément, ce qui est dommage. Donc un vrai défi, c'est de se dire comment est-ce que je vais rendre cette phrase qui est très drôle en anglais en utilisant des stratégies du français qui nous font rire, nous, à partir du français. Donc il va falloir de temps en temps faire des surexplications ou des surtraductions pour justement faire ressortir cet humour-là. Et ça, c'est à tout moment, je me dis, voilà, là, je suis morte de rire en anglais, comment est-ce que je peux faire pour que l'effet soit pareil en français? Et ça, c'est vraiment pour moi la règle cardinale sur beaucoup de traductions que je fais, c'est-à-dire de ne pas rendre, comme dit Saint Jérôme, le saint patron des traducteurs, de ne pas rendre mot pour mot, mais sens pour sens ou effet pour effet. Voilà, quel est le sens de ce que je traduis et comment est-ce que je peux le rendre comme ça pour le même effet. Donc ça, c'était l'un des grands aspects qui était l'aspect comique. L'autre, c'est l'aspect de fluidité. Alors, il y a plein, évidemment, d'écoles de traduction et il y a plein de bonnes ou de mauvaises raisons d'aspirer à ce qu'une traduction soit fluide. C'est loin d'être une stratégie que je recommande dans tous les cas. Mais dans ce cas-là, c'était vraiment un effet que je cherchais, c'est-à-dire que la syntaxe d'Austin est assez labyrinthique. C'est très complexe. Il y a des tonnes de propositions subordonnées, coordonnées, enclavées, machin, ça. Et moi, je voulais rendre quand même une certaine fluidité parce que quand on passe ce genre de syntaxe en français, ça devient d'autant plus lourd. Encore plus de charnières, encore plus de grammaire, encore plus de parce que, du, qu'est-ce que, etc. et d'imparfait du subjonctif un peu lourdeau. Et je voulais un peu dégager ça de cette gangue grammaticale extrêmement stricte et d'aspirer à un peu plus de fluidité, tout en gardant pour moi certains marqueurs d'Austin qui donnent cette espèce de saveur ou de patine austinienne. Par exemple, la surutilisation des points-virgules qui est très 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 forte chez les Anglais de cette époque et d'autant plus chez Austin. Et moi, pour moi, c'est quelque chose qui va allumer voilà, l'écriture d'Austin. Et un autre parti pris que j'ai pris dès le début, c'est que je ne voulais pas me restreindre à des mots qui existaient en français à l'époque de la publication du livre en anglais, au début donc du 19e siècle. Ça, c'est une décision, encore une fois, qui s'appelle un parti pris de traduction. On décide de ça, on pourrait tout à fait décider de l'inverse. Alors, sans aller jusqu'à faire des trucs délirants où elle lui dit... je sais pas, hashtag au KLM, c'était pas du tout l'idée, mais je voulais pas que ça soit une contrainte trop forte, donc sans que ce soit intrusif au possible, pour moi c'était normal d'émailler le texte de petits mots par-ci par-là qui n'auraient pas été employés par des Français à l'époque de la publication du livre d'Austin.